Vous écoutez l'épisode 142 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je parle de la communication entre collègues, et notamment des propos et jugements qui peuvent entraver cette communication. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Cet épisode s'inscrit dans la thématique travailler en équipe pour vous permettre de lire autrement certaines situations d'équipe, parce que mieux se sentir dans son équipe, c'est aussi mieux se sentir au travail, et savoir mieux communiquer dans le cadre professionnel en est un élément important. Et donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question des jugements cachés, et en fait des jugements qui sont parfois pas si cachés que ça, et de tous ces propos qui entravent la communication. D'ailleurs, j'avais très envie d'intituler l'épisode « Les phrases anodines qui n'en sont pas des », mais j'étais pas certaine que tout le monde ait la référence des mots d'Eric et Ramsey. Donc, j'ai envie de vous parler de ces petites phrases que l'on dit parfois à nos collègues, sans forcément mesurer l'impact que cela peut avoir. Ces petites phrases qui ont une incidence au final sur la relation et qui génèrent parfois chez nos interlocuteurs ou interlocutrices des interrogations, voire des doutes ou des blessures ou des souffrances. Peut-être que ce sont aussi des phrases que vous avez également reçues. Et elles peuvent être parfois source de conflits, des conflits qui peuvent être immédiats suite à la prononciation de ces phrases, ou alors parfois un peu latents, qui peuvent venir un peu plus tard. Et puis en plus, lorsque ces propos-là arrivent au milieu d'un conflit, en général, ça a tendance à l'envenimer. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans cet épisode dans le cadre de la relation professionnelle avec nos collègues, mais en réalité, ce sont des propos qui sont aussi présents dans les relations diverses et variées, dans les relations de couple, dans les relations parentales, dans les relations amicales, etc. Et mon intention avec cet épisode est double, c'est-à-dire que la première, c'est de vous permettre de reconnaître ces propos, de pouvoir vous en détacher quand vous les recevez, et la seconde, c'est de vous aider à les repérer dans votre propre discours pour pouvoir soit les éviter, soit les atténuer, soit vous excuser, soit agir autrement. Et tout ça, c'est vraiment pour pouvoir... j'espère vous permettre de voir ce qui se passe pour l'autre et de vous mettre en empathie, parce que ces petites phrases, elles déclenchent parfois beaucoup de malaise, même si on ne s'en rend pas compte. Ça fait un moment que je veux vous en parler parce que ces propos sont présents dans presque tous mes accompagnements individuels, quels que soient les sujets. Ces petites phrases, nous sommes tous et toutes susceptibles de les prononcer, et l'idée n'est pas de vous faire culpabiliser, mais je me dis que si on commence à prendre conscience de ce type de propos, on va pouvoir parfois désamorcer pas mal de situations. Parmi ces phrases, il y en a qui sont vraiment anodines et qui sont simplement mal perçues par la personne qui est en face et qui est préoccupée ou fatiguée, ou alors parce que ça résonne avec quelque chose que cette personne est en train de vivre à ce moment-là. Mais il y en a aussi qui ne laissent pas beaucoup de place à l'interprétation et qui sont vraiment des jugements. Donc mon but est de vous permettre de les repérer, soit pour que vous en preniez conscience et que vous évitiez de les dire dans certaines situations, soit pour que vous soyez en mesure de prendre du recul quand vous les entendez, soit pour pouvoir les repérer et éventuellement demander à votre interlocuteur ou interlocutrice de les faire expliciter. Donc pour cela, je vais vous raconter une petite histoire inventée pour mieux illustrer ce dont je vous parle. Donc c'est l'histoire de Jade, qui est enseignante en maternelle, très impliquée. Elle travaille beaucoup
mais ça lui plaît et ça l'épanouit. Et Jade ne ressent pas de difficulté particulière, elle aime ce qu'elle fait, et puis un jour, en salle des profs, elle discute avec une de ses collègues des ateliers qu'elle a proposés dans sa classe. Et une autre collègue, Émeraude, entend et intervient et lui dit « Ah ben toi, tu les fais trop travailler tes élèves ». Et en entendant cette remarque, Émeraude a peut-être envie de rassurer sa collègue Jade ou de la libérer d'une charge de travail qu'elle trouve trop grande, ou alors peut-être que Émeraude, elle culpabilise de ne pas en faire autant et que c'est une manière pour elle de se rassurer parce que elle se dit qu'elle n'en fait pas autant, donc elle se juge à ce moment-là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intention d'Émeraude à ce moment-là, ce que Jade entend, ce n'est pas l'intention, ni le conseil, ni quoi que ce soit. Ce que Jade entend, c'est le mot « trop ». Et Jade, du coup, elle se questionne sans cesse sur sa pratique, elle commence à douter, donc elle se dit « Ah bon, bah, est-ce qu'elle en fait trop ? Est-ce que peut-être Émeraude a raison ? Est-ce qu'elle en demande trop à ses élèves ? Est-ce qu'elle met ses élèves en difficulté en leur proposant autant de choses, etc. » Et donc là, en gros, la petite phrase anodine, c'est « Tu les fais trop travailler tes élèves ». Et si on se place du point de vue de Jade, une piste pour elle, ça pourrait... pour éviter de ruminer trop longtemps, et ça pourrait être d'objectiver les choses. C'est-à-dire de se dire sur quoi s'appuie Émeraude pour dire cela, sur quoi moi, Jade, je pourrais m'appuyer pour savoir si vraiment c'est trop. Elle pourrait se demander, du coup, c'est trop par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui peut me montrer que c'est trop ? Et est-ce qu'il y a des indices dans la réalité de ma classe, dans le réel, qui me montrent que c'est trop ? Est-ce que je peux prendre des indices chez mes élèves qui me montrent que c'est trop ? Jade, elle peut aussi s'interroger du coup sur trop, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est trop en quantité ? Est-ce que c'est trop en temps ? Est-ce que c'est trop en niveau de difficulté ? Et puis, la deuxième piste pour Jade, ce serait de se demander, est-ce qu'elle est d'accord avec ça ? Parce que parfois, les jugements des autres réveillent nos doutes, réveillent en fait les propres jugements que nous avons à notre égard. Donc là, l'idée, ce serait de se dire, en fait, Émeraude me dit que je travaille trop. Est-ce que moi, je suis vraiment d'accord avec ça ? Une autre piste, c'est aussi de pouvoir repérer que la remarque de l'autre nous pique et d'écouter ce que ça fait naître en nous, d'écouter l'émotion, en fait, que ça fait naître en nous. Est-ce que c'est du doute ? Est-ce que c'est de la honte ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur ? Et ensuite, de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe pour nous, et puis d'éventuellement transformer ça en apprentissage. Ok, est-ce que j'ai quelque chose d'utile à tirer de cette remarque ? Est-ce que ça peut me permettre de m'améliorer ou de m'affirmer ? Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, je trouve, qui aide à relativiser dans ces situations-là, c'est de se dire aussi que la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est-à-dire que la vie, AVIS, des autres, ce que les autres pensent, c'est leur vie, VIE, c'est la vie des autres. Et l'idée, c'est de repérer les jugements personnels et de se dire, ok, la personne, elle me dit ça, mais en fait, c'est son avis, c'est sa façon de voir en fonction de sa vie, de son filtre. On ne peut pas maîtriser la façon dont les autres s'expriment, on ne peut pas maîtriser le vocabulaire qu'ils utilisent. Par contre, on peut repérer un jugement et on peut se rappeler de cette phrase et se dire, là, en l'occurrence, dans l'histoire que je viens de vous raconter, là, c'est un avis personnel d'Émeraude. Et donc, c'est Émeraude qui s'appuie sur sa façon de voir les choses, sur ce qu'elle vit en ce moment pour pouvoir formuler cet avis, ce jugement mal formulé, sûrement malvenu, mais en tout cas, il a été dit. Et donc, Jade, elle peut prendre de la distance et décider de prendre ce qui lui est utile là-dedans, de voir si sa remarque, ça l'a fait avancer ou pas, si elle est d'accord ou pas, et puis de pouvoir peut-être éventuellement même questionner Émeraude sur ce qui lui fait dire ça. Donc là, je me suis placée du point de vue de Jade. Mais si on prend l'histoire du point de vue d'Émeraude, donc si on ne veut pas agir comme Émeraude, l'option, c'est de faire le travail inverse, c'est-à-dire d'éviter de donner son avis, déjà lorsqu'il n'est pas sollicité, ou bien, en tout cas, de ne pas s'arrêter au jugement. C'est-à-dire que dans un esprit de co-création et de collaboration avec ses collègues, on peut très bien se dire « Ok, on va faire un feedback constructif à quelqu'un comme on pourrait le faire avec ses élèves. » Et donc là, on pourrait même ressortir un bon petit VIP de derrière les chaumières, VIP valoriser, interpréter, poser l'écart, où on va valoriser le travail de la collègue.
on va interpréter son intention, ce qui nous oblige du coup, quand on est dans l'interprétation des intentions de l'autre, à sortir de nos filtres et à voir les choses du point de vue de l'autre. Et ensuite, on va poser l'écart avec ce qui est attendu ou alors avec ce qu'on aurait fait. Et dans ces cas-là, on s'efforce de faire une proposition. J'ai même envie de faire un néologisme, mais de dire que c'est l'idée d'être propositif. On va s'efforcer de ne pas juste être dans le jugement, mais d'être dans quelque chose de plus mesuré et de pouvoir transformer ça en proposition. Ok, ça n'apporte rien là à Émeraude de dire toi tu fais trop travailler tes élèves. C'est quoi l'option derrière ? Pourquoi on lui dit ça et qu'est-ce qu'on lui suggère ? Si on n'a rien à suggérer, si on n'a pas d'option, il n'y a pas de raison de lui renvoyer ce jugement-là. Si vous vous demandez d'ailleurs ce que c'est que l'attitude VIP, valoriser, interpréter, poser l'écart, je vous invite à aller écouter l'épisode 46 du podcast où je vous expliquais tout ça. Une autre piste pour communiquer de manière plus efficace, et toujours ici dans le cas d'Émeraude, pourrait être moins jugeante, mais ne pas non plus se censurer, parce que l'idée c'est qu'on communique, voilà, on a aussi le droit des fois de communiquer son avis, c'est d'abord d'éviter de parler en tu, mais plutôt en je. C'est-à-dire qu'on va plutôt se parler de notre point de vue, ça va obliger à se resituer soi et à assumer, à prendre la responsabilité de son propos, plutôt que d'envoyer un jugement à l'autre. Et ici, par exemple, au lieu de dire « tu les fais trop travailler », ça donnerait « je crois que je leur aurais donné une moins grande quantité » ou « je leur aurais donné plus de temps » ou peut-être que moi, je me serais arrêtée à telle étape, à l'étape d'avant. Et en reprenant la responsabilité de ce qu'on dit, non seulement on est moins accusateur, on est moins dans le jugement, mais en plus, on voit ici que ça nous oblige à être plus précis dans ce qu'on voulait dire, à être un petit peu plus proche de l'observation ou de ce qu'on voudrait dire et s'éloigner un petit peu du jugement. Et puis, ça laisse aussi à l'autre la possibilité d'être différent et de faire autrement. Parce qu'en réalité, tout est possible. Et encore plus en pédagogie, ce qui marche avec une classe ne marche pas forcément avec une autre. Ce que fait un ou une collègue peut être fait différemment dans une autre classe. Et l'idée, c'est d'être d'accord avec ça. Donc, plutôt que de balancer son jugement comme si c'était une généralité, que c'était comme ça que tout le monde devait faire, etc., on peut plutôt parler en notre nom, avec un « je ». Et en fait, les jugements, et c'est ce que je vous disais au début de l'épisode, ce sont des obstacles à la communication. Ce sont des propos qui vont laisser entendre que quelque chose est bien, mal, est vrai ou faux, sans s'ancrer dans du factuel ou sans recontextualisation. Et ce sont en fait des avis très personnels, des interprétations, qui deviennent parfois même des reproches. Et ces jugements sont souvent très présents dans nos paroles, sans même qu'on s'en rende compte. Un autre type de jugement ou de jugement caché à éviter, c'est ce qui va concerner les étiquettes que l'on attribue à nos collègues ou à soi-même parfois d'ailleurs. Et ces étiquettes, en fait, elles nous figent, elles nous enferment et elles nous empêchent parfois de voir la réalité. Donc j'ai une autre petite phrase pour illustrer ça, c'est « Ah, toi, tu as un seuil de tolérance élevé. » Et vlan. Là, on a du tu, et surtout, ça laisse pas beaucoup de place à l'interprétation ou à de la subjectivité. Qu'est-ce que la personne, elle entend quand elle reçoit cette phrase ? Elle entend, tu es trop permissive, tu laisses trop tes élèves faire, ou alors il y a trop de bruit dans ta classe, etc. Ce sont vraiment des jugements. Ça a l'air d'être une façon de qualifier sa collègue, mais en fait, c'est un jugement qui est caché derrière cette phrase. Et j'ai eu des coachés et croisé aussi des collègues qui n'osaient plus proposer, par exemple, de travaux de groupe à leurs élèves à cause d'une telle remarque. Et finalement, on peut se dire, mais en quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de la phrase précédente, en quoi cette phrase, elle permet d'avancer ? En quoi elle aide la collègue ? C'est comme la remarque précédente, c'est pas un conseil, c'est pas non plus du factuel, c'est pas une demande, c'est juste un jugement. Donc là, il y aurait une intention à préciser. Si cette remarque, elle s'ancre dans une discussion où une collègue nous confie une difficulté, notre intention c'est de l'aider, alors là, l'option, comme tout à l'heure, c'est d'être propositif, et je reprends mon néologisme, c'est-à-dire de sortir du jugement, de ne pas mettre d'étiquette et de faire une vraie proposition, de donner un vrai conseil.
La deuxième possibilité, c'est que on est dérangé par le bruit généré par les élèves de la collègue, on ne sait pas trop comment lui dire, mais on a un besoin à exprimer et on a une demande à faire. Donc là, l'idée, c'est de sortir du jugement et de pas coller une étiquette sur la collègue, mais de parler de son besoin et de faire sa demande. Par exemple, écoute, je suis en lecture de 13h30 à 14h, j'ai vraiment besoin qu'il y ait du calme à ce moment-là, est-ce que c'est possible de limiter le volume sonore pendant ce moment de classe? Et là, du coup, on n'est pas en train de coller une étiquette sur la personne, on reprend la responsabilité de ce qu'on dit et on exprime un besoin et on fait une demande claire à la personne. Troisième possibilité, vous sentez peut-être que les élèves sont en danger ou que c'est une collègue qui est en difficulté et en fait le jugement n'atténuera pas votre propos. Par contre, vous pouvez donner une observation factuelle et demander à votre collègue si il ou elle va bien et proposer votre aide et demander est-ce que je peux te faire un retour, est-ce que t'es OK pour que je te dise quelque chose à ce sujet-là. Et là du coup c'est pas ça devient pas un jugement et encore une fois là ça oblige à aller vraiment dans le cœur du sujet et ne pas s'arrêter juste à une petite phrase lancée à la volée comme ça puis la personne elle saura pas quoi en faire. Et puis si c'est vous qui recevez cette remarque, si c'est à vous qu'on dit toi tu as un seuil de tolérance élevé et qu'elle vous blesse, une autre option ce serait peut-être de pouvoir demander à l'autre de clarifier son propos. Par exemple, en disant « j'ai un seuil de tolérance élevé », c'est-à-dire, ou alors même de demander ce qu'il ou elle aurait fait autrement. Ou alors, ça peut être aussi pour vous l'occasion d'affirmer votre position et de dire « oui, c'est vrai et ça me convient de cette manière ». Ou encore, de dégénéraliser le propos pour décoller l'étiquette. Par exemple, en nuançant et en disant peut-être qu'il y a des moments où j'ai une grande tolérance au bruit ou à ceci ou à cela, mais c'est pas toujours le cas. Et puis enfin, peut-être que vous êtes complètement d'accord avec ça et que vous avez besoin d'aide et que c'est l'occasion à saisir pour demander des conseils. Mais vraiment, demandez-vous en premier si c'est un problème pour vous ou pas. Des jugements cachés, on pourrait en décortiquer d'autres, comme par exemple « Ah, toi, tu fais ça ?» ou bien « Toi, tu bosses encore à cette heure-là ?» ou même encore le « Ah moi, je tiens ma classe » qui laisse entendre un reproche en creux. Et les jugements, en fait, se cachent dans nos interprétations des situations, notamment dans nos interprétations des pratiques de classe des autres, sans même aller questionner leurs intentions. Il se cache aussi dans les comparaisons, c'est-à-dire les fois où on compare les gens entre eux ou avec nous, ou qu'on les compare par rapport à une prétendue norme que personne n'a définie, comme dans l'exemple de tout à l'heure, tu as un seuil de tolérance trop élevé. Trop élevé par rapport à quoi? C'est quoi le seuil? Qui dit qu'il y a un seuil? Ça se cache aussi dans les étiquettes, ce que je vous disais, c'est-à-dire toutes les fois où on met les gens dans des catégories comme si nous savions mieux que les autres ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et ces jugements, ils se cachent aussi dans les généralisations, c'est-à-dire quand on affirme que quelqu'un est toujours ou jamais d'une façon, ou que cette personne, elle fait toujours comme ça ou souvent comme ça. Par exemple, quand on dit à quelqu'un « tu es souvent en retard », alors qu'en fait, cette personne, elle a été 3 fois en retard. 3 fois en retard, c'est plus factuel que dire « tu es souvent en retard ». C'est beaucoup trop vague, ça généralise quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Et puis les jugements, ils se cachent aussi dans la binarité, c'est-à-dire quand nos propos manquent de nuances, quand on considère que ça devrait être comme ça et pas autrement. Et pour lutter contre, il faut du coup faire preuve d'ouverture, avoir conscience que vous voyez les choses comme cela, que vous faites les choses comme cela dans votre classe, mais que cela peut aussi fonctionner différemment, que les autres peuvent voir les choses autrement. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans ce que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, appelait le jeu de qui a tort et qui a raison. Ce qui peut vous aider, c'est d'être le plus factuel possible, c'est-à-dire sans vos interprétations, sans vos jugements, sans évaluation de la situation, d'ancrer les choses dans le temps, de parler en votre nom. Et ça,
C'est vrai que pour des enseignants et des enseignantes, c'est difficile de ne pas évaluer parce qu'on a l'habitude de le faire et on le fait au quotidien. Mais vraiment, l'idée, c'est de rester dans un esprit d'ouverture, dans un esprit d'acceptation de la façon de faire de l'autre et dans le respect des uns et des autres et évidemment du bien-être des élèves. Donc quand vous recevez un jugement, il est utile d'identifier que c'est un jugement, que ça appartient à l'autre et de se demander si c'est un problème pour vous ou pas. Et ensuite, cela vous permettra d'éventuellement mettre à distance ou alors de vous en emparer pour évaluer. Et puis ça vous permettra aussi de communiquer sur vos besoins, sur ce que vous en pensez. Et puis une fois que vous avez repéré ces petites phrases dans les discours, si c'est à vous qu'on l'a dit et si elle vous fait quelque chose, demandez-vous, que me dit cette phrase? Quelle émotion me fait-elle ressentir? Est-ce qu'il est possible que cette phrase puisse vouloir dire autre chose ou que la personne elle ait eu une autre intention que ce que j'imagine? Est-ce que c'est une pensée universelle ou est-ce que c'est une pensée personnelle et donc propre à la personne qui l'a prononcée? Et puis, est-ce que je suis d'accord avec cette vision des choses? Et puis, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Voilà. Et puis je voulais apporter une dernière précision. Il ne s'agit pas de devenir hyper exigeant avec soi ou avec les autres en visant une communication 100% sans jugement parce que ce n'est pas possible. Il s'agit simplement de pouvoir identifier certaines choses dans nos propos pour mieux les comprendre, pour être plus empathique avec les autres, mais aussi avec soi aussi. Et je me souviens lors d'une formation sur la CNV, sur la communication non violente, il y a un participant qui avait demandé au formateur pourquoi on ne disait pas communication bienveillante pour éviter le mot violent. Et le formateur nous a raconté qu'il avait assisté à une discussion où Marshall Rosenberg avait répondu à cette question et il expliquait qu'il ne s'agit pas de nier ou d'annihiler la violence qui existe dans la communication et qui fait partie aussi de nous et de nos émotions, etc. Mais qu'en fait, il s'agit vraiment d'identifier pour pouvoir s'en servir autrement dans notre communication, remettre du lien, remettre de la communication. Voilà. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.